Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Bonsoir à tous chers amis, les voix de la politique comme tous les soirs, et tous les lundis soirs en particulier de 19h à 19h30 avec moi ce soir Maxime Thiebaud, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle publié chez VA Presse. Bonsoir Maxime. Bonsoir Jean-Marie. Et à ma droite, une fois n'est pas coutume pour lui, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir Jean-Marie, je suis très bien à votre droite. Vous êtes bien à la droite, oui, à la droite du père effectivement, à la droite du père. Au programme ce soir des voix de la politique, on va parler de la présidentielle, oui ça commence à approcher. Et si à droite, Xavier Bertrand était un recours, en tout cas il y a de bons sondages, et c'est le seul en fait, dans les candidats de droite potentiels, à avoir des sondages corrects, entre 16 et 19% selon le dernier sondage d'IFOP, au premier tour de la présidentielle, si celle-ci avait lieu demain. Et si lui était devenu le recours de la droite, on va en débattre, mais tout de suite on parle du séparatisme. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son discours fleuve ce vendredi. Pluie, tonnerre, torrent de réactions après ce long discours, parfois des félicitations, beaucoup de critiques aussi. Emmanuel Macron est-il crédible contre le séparatisme? C'est le thème de notre débat. Première chose, on va essayer de définir un peu les termes. C'est quoi le séparatisme, Maxime Thiebaud? C'est une très très bonne question parce que personne ne la pose. Et en effet, le séparatisme suppose qu'il existe quelque chose dont on doit se séparer. Et moi, je constate, et je le dis au fur et à mesure des émissions quand je viens sur Sud Radio, c'est qu'on constate qu'il y a de moins en moins de choses desquelles on peut se séparer. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de républiques. Et j'aurais préféré un discours sur Vive la République qui est l'émanation juridique de la France, un vrai discours républicain de cohésion, où on s'attaque bien sûr à l'islam radical comme on s'attaque à tous les radicalismes, mais de parler de séparatisme alors que la République française aujourd'hui n'est quasiment plus défendue, aussi bien dans les actes que dans l'expression politique. Quand on voit une députée qui dit nique la France, je parle de Madame Obono et que ça choque à peu près personne. Alors elle avait signé effectivement un appel pour le rappeur qui avait intitulé sa chanson Nique la France, et c'était il y a quelques années. Quand on voit ça, ou quand on voit Nicolas Sarkozy, le fameux casse-toi pauvre con, quand on voit Emmanuel Macron, son comportement lors de certains de ses déplacements, enfin tout ça a dénaturé finalement la République. Quand on voit que la police n'est plus respectée dans certaines banlieues, quand on voit que les pompiers sont caillassés, enfin quand on voit que le professeur n'est pas écouté dans l'école, enfin il y a 1000 exemples. Et on voit que la République est en train de tomber. Alors le séparatisme de quoi ? Moi, c'est la vraie question. Lequel de séparatisme? Moi, je remarque une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Aujourd'hui, quand vous mettez un drapeau bleu, blanc, rouge dans votre cour, on vous prend pour un facho. Elle est là, la réalité. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on refasse naître la République française. Et alors là, si on refait naître la République française et l'Église républicaine, parce que c'est là l'enjeu, eh bien, on pourra lutter contre tous les séparatismes et on pourra avoir au moins la décence de parler de séparatisme parce qu'on aura tout fait pour refaire naître les valeurs républicaines. Pour vous, Emmanuel Macron n'était donc pas fondé à en parler, en tout cas pas légitime de par ses actes. Parce qu'il ne défend pas la République. Déjà, il n'incarne pas. C'est ça. Non, mais c'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'incarne pas la République. C'est-à-dire qu'il a été élu sur un modèle ultra-libéral, mondialisé, où la France finalement petit à petit disparaît, où les pouvoirs de la France n'existent quasiment plus, où l'État français a disparu, s'est dilué avec la Commission européenne. Enfin, on en parle 1000 fois, mais les pouvoirs n'existent plus en France. Et là, mais là, vous êtes quand même assez loin de l'islam radical qui était la cible de ce discours. Tout est lié. L'immigration, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. On est empris par la Cour européenne des droits de l'homme. Pour vous, ça sert à rien si on sort pas de l'Europe, si on n'arrête pas une politique libérale, ça sert à rien de s'attaquer à l'islam. Si je caricature, on ne peut pas. Je sais que Victor Hugo disait, on juge davantage les gens sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font. Et moi, j'aimerais qu'on fasse, qu'il y ait des faits. Et les premiers faits, ce serait de dénoncer la CEDH dans ce qu'elle limite la possibilité de pouvoir expulser certains migrants, notamment sur les mineurs délinquants, les mineurs étrangers, où on sait qu'il y a une protection. Et là, vous êtes quand même assez loin malgré tout. Alors, assez loin, oui et non, mais vous vous éloignez malgré tout de la lutte contre l'islamisme qui était tout est lié, parce qu'on sait que l'islamisme radical est en train de monter, notamment par l'immigration. Donc tout est lié. Enfin, c'est un ensemble. Nicolas Corato. Deux choses. D'abord, je comprends le malaise de mon interlocuteur ce soir par rapport à ce discours qui va quand même sur des terres politiques sur lesquelles on n'avait pas l'habitude de voir Emmanuel Macron. Donc je comprends le malaise à la droite d'Emmanuel Macron. Et je pense que ce discours est un discours politicien, de tacticien politique qui veut aller prendre finalement le message et le programme des autres.
Sur le séparatisme, moi je ne sais pas ce que c'est, et je remarque qu'encore une fois, Emmanuel Macron aime rajouter de la confusion à la confusion. Alors il n'arrête pas de dire dans son discours qu'il y a beaucoup de confusion sur les sujets qu'il traite, et il en rajoute en créant le séparatisme. Moi je ne sais pas, c'est quoi être séparatiste? Stéphane Bern qui est monarchiste, il est séparatiste? Éric Zemmour, il est séparatiste? Sauf que tout le monde s'en éloigne. Non mais finalement, c'est quoi le séparatisme? Et en quoi, parce que je le rappelle, vous parliez de Bono, moi je parle de Stéphane Bern, chacun ses références, mais on a le droit en République de ne pas aimer la République. On a même le droit en République d'être opposé à la République à partir du moment où on respecte l'ordre public. Ça n'est pas un délit que d'être contre la République. On est anti-républicain, mais on peut l'exprimer. Si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, et même avec un peu de mauvaise foi, ça veut dire qu'on a le droit d'être islamiste radical du moment qu'on ne viole pas la loi. Bien entendu. Mais bien entendu. Et c'est toute l'ambiguïté de ce discours qui, moi, je pense, pose un grave problème. Et du coup, il fallait rien faire ? Moi, je suis complètement opposé à ce que vient de dire Maxime sur la CEDH. Moi, je pense que ce sont nos principes qui devraient être mis en avant pour lutter contre l'islamisme. Ce n'est pas nos principes qui nous rendent faibles. Moi, je trouve que c'est un discours qui revient sur tous les principes de la République pour faire une place à la lutte contre l'islamisme radical. Qu'est-ce qu'on dit? Pour faire la place contre l'islamisme radical, on va réformer la loi de 1905, la loi sur la laïcité. Très bien, mais il arrive quoi aux autres religions qui sont concernées par cette loi? Est-ce que ça remet en cause les droits qu'ils ont acquis? Est-ce que ça remet en cause également les droits de ne pas croire que nous avons acquis? On remet en cause, pour lutter contre l'islamisme radical, c'est le projet du président de la République, la loi sur les associations, la loi de 1901. Et on va vous dire, maintenant, on pourra dissoudre des associations autrement que pour les cas extrêmement restrictifs qui étaient prévus aujourd'hui. Oui, mais demain, on va pouvoir limiter cette restriction uniquement aux associations islamistes radicales? Que vont faire les autres? Troisièmement, on va réformer la loi de 1882 sur l'enseignement. Je vous rappelle qu'en 1984, il y a des millions de personnes qui sont descendues dans la rue la dernière fois qu'on l'arrête pour l'école privée. Mais c'est la même histoire. Non. C'est la même histoire. Non, mais on est en train de dire à des parents, renoncez à la liberté d'instruction qui vous incombe. J'ai compris. Et mettez vos gamins à l'école dès 3 ans. Et là, vous redevenez de droite. Du coup, c'est assez. Non, ce que je veux dire, c'est que ce discours me semble extrêmement dangereux, parce que pour lutter contre l'islamisme radical, qui, je le conçois, est une menace pour la République, on est en train de menacer la République elle-même. On est en train de revenir sur des lois qui sont les lois essentielles dans notre bien commun, dans ce qui fonde notre République. En gros, les terroristes ont gagné. Parce que les terroristes, ils ne demandaient pas, ils allaient pas jusque-là, qu'on remette en cause toutes nos lois fondamentales. Alors, juste pour préciser, vous parliez de l'école, Emmanuel Macron a décidé effectivement qu'à partir de 3 ans, tout enfant devrait aller à la maternelle et ne pourrait plus suivre une éducation à domicile. C'est pas tout à fait la même chose qu'en 84 où François Mitterrand voulait nationaliser l'école privée. Celle-là, elle existe toujours. D'accord, mais cette liberté de ne pas mettre mon enfant à l'école, c'est une liberté essentielle qu'a tout citoyen. Je rappelle qu'en France, c'est l'instruction qui est obligatoire. C'est l'éducation qui est obligatoire, pas l'instruction. Je ne suis pas obligé de rentrer dans le carcan républicain. Il y a des milliers de parents qui ne sont pas des islamistes radicaux. Effectivement. Le sujet, on peut lutter contre l'islamisme radical, on peut lutter contre la déscolarisation. Mais il y a des services sociaux qui devraient être là. Il y a des magistrats qui devraient inquiéter. Il y a des inspecteurs. Il y a des inspecteurs des impôts pour aller s'occuper des comptes des associations culturelles. Peut faire. Quand un enfant est déscolarisé, on va vérifier. Et il y a des gens qui sont payés, des fonctionnaires qui sont payés pour ça, que l'enfant est correctement éduqué par ses parents. Et on peut effectivement pister un certain nombre de dérives qui mettent en cause la sécurité et l'éducation de l'enfant. Non, mais la vraie question qui est soulevée, c'est la question de la volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volonté politique. Alors, bon, il y en a un qui dit que ça va trop loin et l'autre qui dit que ça va pas assez loin. Mais c'est même pas ça va trop loin, ça va pas assez loin, c'est qu'on sait qu'on est encore dans de la communication. Parce que là, on n'a même pas vu de texte. Moi, je suis juriste. Demain, j'ai envie d'être avocat. Quand je travaille, je regarde la loi. Et je vois comment la loi s'applique, comment la loi, elle se travaille avec des grands principes. Là, on n'a pas de loi pour le moment, on a juste un discours. Donc, pour l'heure, ça va être compliqué de savoir où on va aller. Tout ce que je note, c'est qu'en fait, en réalité, il n'y a plus de volonté politique. Parce qu'il n'y a plus de spiritualité républicaine. Et ce que j'appelle la spiritualité républicaine, c'est cet attachement à quelque chose qui nous dépasse, à des grands principes que l'on vit tous les jours, qui dépassent simplement la lettre de la loi. Moi, quand je me suis engagé dans la gendarmerie, quand j'ai fait mon service militaire, à 6h du matin, quand vous avez la montée des couleurs bleu, blanc, rouge, ça vous prend au ventre. Et là, tous ceux qui nous écoutent, qui ont fait leur service militaire, je pense, peuvent en témoigner d'eux-mêmes. Et c'est ça qui manque. Vous avez quel âge, Maxime? Moi, je vais avoir 30 ans. Bon. Vous avez 30 ans, vous n'êtes pas un peu jeune pour avoir fait le service militaire? Parce que je sais plus. Mais on pouvait le faire volontairement. Oui, voilà. Effectivement, vous m'avez mis un doute, effectivement. Pour devenir réserviste. Mais j'ai été pris. Et c'est ça qui manque. Et là, je parlais du service militaire, mais
J'aurais préféré une magnifique annonce sur un service national en disant on va faire travailler, on va prendre le petit Mohamed de banlieue et puis le petit Kevin qui habite en zone rurale, on va les mettre ensemble pendant 3 mois à faire un service national, à vivre une cohésion. Je peux vous dire qu'ils vont sortir républicains tous les deux. Ils vont savoir ce que c'est que la cohésion, la fraternité, la liberté, l'égalité. Ils vont les connaître, ces grands principes. C'est pas en écrivant des lois dont, et je suis d'accord avec Nicolas sur ce fait, on peut douter très fortement de la constitutionnalité de certaines des dispositions qui ont été avancé par le président de la République, c'est pas là qu'on va y arriver. Il est à côté de la plaque, mais parce que je suis fondamentalement convaincu que Emmanuel Macron ne sait même pas ce que c'est que d'aimer la France. Je pense qu'il n'a pas à cœur la France. Franchement, je pense que c'est un mec qui a été formé dans les grandes écoles de la nation, qui a été ensuite formé chez Rothschild, qui a travaillé, qui aime l'argent, qui est très intelligent, qui est un brillant, mais qui ne sait pas ce qu'est la France. Alors c'est horrible de parler de la France, de devoir constater qu'en fait, il y a des gens qui ne se ressentent plus français, qui ne se sont jamais sentis français, qui ne mériteraient pas d'être sur le territoire national, quand on ne sait pas ce qu'est la France. Elle est là, la réalité. Nicolas ? Ouais, moi je j'ai pas la même fébrilité que Maxime quand les 3 couleurs sont hissées. C'est une question de voilà. J'ai rien contre le drapeau national, j'adore. Mais vous êtes plus Daniel Obono que Maxime Thiebaud ? Non, je suis pas. Je suis plus. Moi, je me méfie toujours aussi de l'embrigadement et de là aussi de la radicalité avec laquelle on peut voir certaines choses. C'est-à-dire que moi, je pense que ces 3 couleurs, elles ont porté de très grands rêves et de très grandes idéologies, de très grandes choses. Et puis aussi, elles ont suscité aussi beaucoup de. Comme tous les grands symboles. Oui, mais voilà. Donc moi, je réfléchis à tout ça quand je vois les 3 couleurs monter. Je réfléchis à la part d'ombre et à la part de lumière. Ça empêche pas de réfléchir à la Martine. que d'avoir le roman Je réfléchis national. plus que je ne le ressens. Mais voilà. Mais c'est peut-être ce qui nous. Non. Moi, ce que je trouve, et en revanche, pour aller dans le sens de Maxime, moi, il y a une chose qui m'a énormément choqué dans ce discours, c'est qu'à un moment, Emmanuel Macron reconnaît finalement qu'on a laissé les choses qu'on abandonne. Il reconnaît l'abandon. Il y a un moment où il dit je comprends que les élus locaux n'arrivent plus à faire face à la pression des islamistes radicaux quand il s'agit d'ouvrir des piscines, des horaires de piscine réservés aux femmes, pour les repas végétariens dans les écoles. Et il dit, et donc, comme les élus locaux sont sous pression et n'y arrivent plus, eh ben, on va modifier la loi pour les aider, finalement, pour qu'ils n'aient plus d'autre choix que d'aller contre l'islamisme radical. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État est en train de couvrir l'abandon républicain des élus locaux qui ont fait monter le communautarisme pendant des années, depuis des années, quelle que soit leur orientation politique. Par clientélisme, mais il faut le dire. Ça, c'est sûr, le problème du communautarisme, à la base, il est à traiter au niveau de la commune et au niveau des politiques communales qui ont encouragé depuis des années, de droite comme de gauche, le communautarisme. Ça c'est vrai, les clientèles politiques ont été terribles et ont vraiment dénaturé notre pays. On arrivera à vous mettre d'accord, comme quoi sur quelques points quand même, malgré tout. Restez avec nous, les voix de la politique, avec Maxime Thiebaud, Nicolas Corato. Dans un instant, on revient, on va parler de la droite. Ça faisait longtemps, effectivement, et ça faisait très longtemps qu'un candidat déclaré à la présidentielle et de droite n'avait pas commencé à faire un score honorable dans un sondage. Et c'est Xavier Bertrand, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Et les voix de la politique qui, ce lundi soir, se nomme Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, et Maxime Thiebaud, docteur en droit et auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, publié chez VA Presse. Xavier Bertrand est-il un recours pour la droite en 2022 ? Question qu'on est obligé de se poser après la publication de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, qui place bien le président de la région Hauts-de-France, donc Xavier Bertrand, à 16% au premier tour de la présidentielle. Si celle-ci avait lieu demain, il se trouve que de tous les candidats de droite, qu'ils fassent ou non partie directement des Républicains, c'est le mieux placé. Il est devant Barouin, 14%. Il est devant Valérie Pécresse, 11%. Devant Bruno Retailleau, 8%. Devant Rachida Dati, qui vient pourtant de se déclarer candidate, qui elle est donnée à 8%. Et loin devant aussi une candidature du Parti Socialiste qui serait à 9% avec Anne Hidalgo. Alors oui, Xavier Bertrand est loin derrière Emmanuel Macron. Oui, il est loin derrière, à ce stade, Marine Le Pen, mais pour le coup, parmi toutes les oppositions, il surnage. Est-ce que c'est un recours, Nicolas Corato ? Xavier Bertrand, c'est la longue histoire d'un itinéraire d'un enfant pas gâté et très contrarié à droite. C'est-à-dire que il a rien pour réussir à droite. Il n'est pas énarque. Il a du mal avec Chirac. Il s'entend pas très bien avec Sarkozy. Il aime bien les ruptures dans son propre camp. Il boude dans les Hauts-de-France depuis quelques années. Et il essaye de mener son bout de chemin. Bon.
Quand on regarde dans les détails les sondages, c'est pas non plus le préféré des partisans de la droite, des électeurs qui sont partisans de la droite. Donc, quand on n'est pas à droite, on aime bien Xavier Bertrand, mais quand il s'agit de voter pour lui, et quand on a l'habitude d'être un militant de droite, on vote peut-être moins facilement pour lui. Bref, c'est quelqu'un d'intéressant. Moi, il me fait penser, je préférais qu'il soit plus bas dans les sondages, parce qu'il me fait penser un peu au Hollande de 2008-2009, vous savez, monsieur 3%, le type auquel personne ne croit, et qui à un moment, à force de faire entendre sa petite musique, d'être parfois sympa, parfois moins sympa, parfois absent, parfois très présent, arrive à construire quelque chose. Alors la question, et moi c'est la question que je me pose, est-ce que le grand pari de Xavier Bertrand, qui était de dire je vais faire de ma région une région laboratoire de la France, le vieux rêve de tout élu local, et franchement, quand on regarde dans le passé, ça a rarement marché. Je veux dire, les présidents de la République, ils sont tous arrivés un peu par effraction au niveau national, et pas en s'appuyant nécessairement sur une expérience locale. Près, en ce qui concerne Xavier Bertrand, il est président de la région Hauts-de-France après avoir battu miraculeusement, grâce à un front républicain, une certaine Marine Le Pen. Vous avez raison, mais toute la question, et c'est pour ça que moi je mets un gros point d'interrogation, c'est ce qui va se passer en mars pour Xavier Bertrand, parce qu'il y a des élections régionales. Et la région qu'il a gagnée au forceps la dernière fois, va-t-il la conserver malgré le bilan qui est globalement positif, la manière dont il a géré notamment la crise du Covid. Bref, Xavier Bertrand, c'est un itinéraire contrarié qui peut encore être contrarié, mais qui est suffisamment rond pour rouler jusqu'en 2022. Et vous n'avez pas envie de le voir, vous préféreriez qu'il soit plus bas dans les sondages, vous n'avez pas envie de le voir aller plus haut, quoi. Je pense que c'est pas bien, surtout à droite, avec tous les amis qu'il a à droite, d'apparaître aussi vite que ça, très haut dans les sondages. Il va se faire des ennemis, effectivement. Non, je pense qu'il aurait besoin d'être un peu moins bien noté. Maxime Thiebaud. Je pense en effet qu'il reste 18 mois à tenir et qu'on n'a pas fini de voir des changements à droite de candidats potentiels. Moi, sur la forme, j'aime bien Xavier Bertrand. Bon. Déjà, il a une tête agréable. Et c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui est agréable à regarder. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est quand même important. Je l'aime bien aussi sur la forme parce qu'il a un parcours politique chaotique. Et donc, il s'est construit. C'est tout le contraire d'Emmanuel Macron, qui lui est venu, on l'a mis là, boum, il est devenu président de la République, parce qu'il a été soutenu au bon moment par les bonnes personnes. Xavier Bertrand, lui, il s'est battu, il n'est pas énarque, comme notait très bien Nicolas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur la forme. Sur le fond, par contre, franchement, je vois très peu de différence avec un Emmanuel Macron, je vois très peu de différence avec la social-démocratie, droite du marais potache, qu'on voit depuis 20 ans. Bon. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il change de logiciel. J'ai vu une chose très intéressante, c'est qu'il travaille beaucoup avec le député Guillaume Pelletier. Et Guillaume Pelletier qui vient d'une droite beaucoup plus souverainiste. Et les deux s'entendent très bien. Et je voudrais voir l'influence d'un Guillaume Pelletier sur Xavier Bertrand. Et je pense que si les souverainistes arrivent... au sein des Républicains, arrive à influencer Xavier Bertrand et faire un beau projet, là, ça peut être très bon pour une présidentielle 2022. Parce que la souveraineté à droite, le retour au vrai gaullisme, pas le charabia qu'on connaît depuis 20 ans, peut être vraiment intéressante. Enfin, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Xavier Bertrand va être capable de mettre fin à la trahison d'Amsterdam de 1997, où la droite a décidé de soutenir la construction fédérale de l'Europe. En fait, vous appelez une sorte de match, mais ça aurait de la gueule, pardonnez-moi l'expression, Xavier Bertrand à Arnaud Montebourg. Il a un côté... il a un petit côté Arnaud Montebourg de droite. Il pourrait être un Arnaud Montebourg de droite. Un souverainiste de gauche contre un souverainiste de droite. Oui, avec son côté gaulliste social qui veut tout et rien dire, mais bon, qu'on lui attribue, qu'on lui étiquette depuis des années. Non, mais il a une personnalité, en tout cas, il a un parcours et une personnalité qui dénote dans le camp traditionnel des Républicains. De toute façon, tous ceux qui étaient plus originaux sont partis. Donc voilà, si on prend un parcours qui vous séduit, manifestement. Ah oui, moi je trouve que c'est un parcours qui est séduisant parce que c'est un parcours pragmatique. Ça ferait un bon président. D'un homme qui a des idées et qui a... oui, je pense. Je pense que c'est un... En tout cas, si on cherche un président qui réunit plutôt qu'il ne disloque, oui, ça ferait un bon président. Ça me rappelle un autre président aussi, François Hollande, le roi de la synthèse, celui qui arrivait après chaque congrès sanglant à réunir tout le monde. On en a beaucoup dit, mais finalement, le concept de la présidence normale après 5 ans de macronisme, ça peut faire du bien. Moi, je pense qu'on a tous besoin, on a peut-être tous envie de revenir à une certaine normalité.
Ce qui est formidable en France, c'est quand même que tous les 5 ans, on regrette le président d'avant. J'ai pas dit que je regrettais François Hollande. Non, mais j'ai dit que le concept de sa présidence normale. Le général de Gaulle était quelqu'un de normal, quelqu'un de simple dans sa vie. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il faut des grandes idées, il faut un grand projet, il faut des paroles fortes et rares. Parce qu'aujourd'hui, la rareté manque beaucoup dans la parole politique, mais avec des gens qui sont comme tout le monde. Donc, si un Xavier Vous croyez Bertrand peut vraiment apporter que cela, le général de Gaulle était socialement, humainement, comme le premier venu des citoyens français? Non, mais il avait cette simplicité française, c'est-à-dire qu'il était modeste. Les Français sont des gens qui aiment la modestie. Regardez les gens qui sont appréciés globalement dans les sondages. C'est des gens qui font les choses très bien, qui ont des idées, qui se battent, et qui ne font nombre à personne. Mais qui restent surtout modestes. Oui. Et la modestie aujourd'hui manque beaucoup. Une valeur qui se perd, sans doute. Merci à vous, en tout cas, Maxime Merci. Thiebaud, docteur en droit et auteur de ce livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Merci à vous, Nicolas Corato. Merci Jean-Marie. Président fondateur du think tank Place de la République. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Dans un instant, on va parler d'entrepreneurs, de patrons. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Bismart et sur Sud Radio. À tout de suite.